Tous les journaux en parlent depuis ce matin et c'est connu depuis hier. Donc à partir de 13h, le gouvernement s'éloigne comme Classou. Que dire de cette nouvelle équipe qui va accompagner le chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimna Gnassingbé, du moins pas pour les 5 années à venir, on n'en sait rien, mais pour ce qui concerne le démarrage de son programme de société, programme sur lequel ou autour duquel il a eu à sensibiliser le peuple togolais lors des 2 semaines de campagne présidentielle. Que dire de cette équipe? Donc c'est un peu le sujet unique à débattre autour de ce plateau. Mais avant, permettez qu'on vous présente un tout petit peu la une des 2 journaux que nous avons aujourd'hui. Courrier de la République qui est dans les kiosques avec son numéro 402 et le gouvernement Classou à la loupe, titre le journal. Le journal dit le gouvernement Classou 1 à la loupe. En tout cas, on attend de voir s'il y aura 2. Toute cette attente pour ça s'interroge Courrier de la République. Du vieux pour prétendre faire neuf. Le premier faux pas, point d'interrogation. 2 attributions fantaisistes en petit point, titre le journal avec les photos du ministre ou des ministres d'État Pabre Sili et Elliot Ohin. Œuvre de salubrité publique d'Amipi, Maganawe, Akwefa Dede, point de suspension, le bon débarras, écrit Courrier de la République. Et puis le mandat social de Faure, les raisons psychologiques de sa réussite programmée. Point d'exclamation. Assoli à l'heure des comptes de la campagne présidentielle, le coordonnateur préfectoral Daro Salim sur le banc des accusés. Et dernier article, la loi anti-tabac allègrement violentée, les restaurants Barracuda et Palm Beach de tristes exemples. L'Indépendant Express est également dans les kiosques ce matin et titre chronique, le cafouillage institutionnel n'est pas une qualité. Et ça, c'est l'Indépendant Express de notre cher ami Carlos Ketou, que nous saluons au passage, qui l'écrit. Et puis, dossier, paradoxe, conflit, bourrage, gouvernement revu et corrigé, autopsie, titre Indépendant Express. Autre article, nouveau produit à la bébé Lomé, Castelbir a un nom au Djetchoubedje. Et puis, les maladies des chefs d'État, titre le journal, le cas, le président Mali Beka. Voilà. Et puis, gouvernement Classou, déjà 2 points, un rescapé, des retouches. Voici le vrai. Et c'est avec la photo de Elliot Ohin. Voilà donc ce qu'on peut dire autour des 2 journaux que nous avons reçus ce matin. Certainement que tout le long de notre entrevue, d'autres viendront. Mais avant, permettez quand même qu'on démarre avec notre invité, Tchakala Alirou, directeur de publication du journal Courrier de la République. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Rodrigue, et puis bonjour et bon début de semaine à toutes et à tous. Et voilà, et si vous voulez, on peut également, à travers vous, envoyer une salutation particulière à la communauté musulmane, puisque le calvaire continue, si on peut l'appeler ainsi. Non, ce n'est pas le calvaire. Servir son créateur, c'est de gaieté de cœur qu'on le fait. Ce n'est pas une corvée, ce n'est pas une peine, ce n'est pas du tout ce que certains penseraient. Vous savez, le mois compte 12 mois, et si l'année compte 12 mois, et si pendant ces 12 mois, nous avons disposé de 11 pour faire tout ce que nous avons, et que un seul mois sera consacré à notre Créateur, je crois que ça vaut la peine d'être fait. Donc c'est avec fierté, nous assumons cela, et il n'y a aucune contrainte entre cela. Donc je profite pour saluer toute la communauté musulmane du Togo et celle de par le monde entier. Et petit à petit, nous égrenons le jour et que le bout du tunnel sera pour bientôt. Voilà, le bout du tunnel sera pour très bientôt. Donc, beaucoup de courage à la communauté musulmane, sans oublier toutes ces personnes-là qui ont une pensée, qui ne sont pas forcément musulmans, mais qui ont une pensée à l'endroit de la communauté musulmane. Je veux dire, ceux qui accompagnent, bien sûr, puisque ça a besoin de moyens de mesures d'accompagnement. Oui, bon, il y a beaucoup de non-musulmans qui l'ont compris. J'ai un ami à qui j'envoie un sympa coucou, il est quelque part vers Bonvier. C'est un grand ami. Lui, il sait quand même donner un sens à ce mois. Bien qu'il ne soit pas musulman, toutes les fois, il a quand même, de par ses gestes, à nous accompagner. Je tais son nom, mais il se reconnaîtra à travers nos propos. C'est un type bien, c'est un type très humain. Il a son cœur dans la main, très ouvert. Donc, je crois que si jusqu'à ce jour nous avons pu tenir, c'est grâce à son concours. Donc, qu'il en soit remercié.
et qu'Allah le lui rendra au centuple. Merci. Je profite aussi pour faire un sympa coucou à un ami. Il s'appelle Innocent. Il est au niveau de l'hôtel Mimbala Lincoln. À lui aussi, toutes mes amitiés. Voilà, merci donc. Et j'en profite également pour envoyer un coucou spécial à Lala Couture, la patronne et ses apprentis, sans oublier Sir Adomayakor. Et il est toujours fidèle à cette émission et je crois qu'il est en train de nous suivre. On va lui dire tout simplement bonne journée et surtout qu'on va se retrouver très bientôt puisque nous sommes à l'heure des analyses. Absolument. On va l'attaquer, Tchakala, c'est connu depuis hier, vous l'avez titré à la une de votre journal ce matin, autopsie de l'équipe gouvernementale classe 1. Oui, et nous attendions ce gouvernement de tous nos cœurs. Et entre-temps, ce fut une épreuve très difficile pour les nerfs de tous les Togolais. Et comme les habitants du désert attendent le petit nuage et annonciateur de pluie, nous étions accrochés à nos petits postes téléviseurs pour voir à quand la formation de cette équipe. Bon, au finish, c'est le duo Fort Classou s'est décidé à nous livrer la composition hier dimanche. Donc c'est la surprise générale puisque beaucoup pensaient que ça devrait se faire ce jour. Mais donc eux, ils avaient leurs agendas à portée de main. Ils ont décidé que ce devrait être hier. Donc hier, on nous a finalement livré cette équipe gouvernementale. Et la surprise a été grande. Si on a passé tout ce temps, plus de 3 semaines, à fignoler ou bien mettre en place une équipe et qu'au finish, on se rend compte que bon nombre de ministres sont revenus et ont occupé leur portefeuille tel qu'ils les avaient avant et que le seul mouvement dans les rangs des anciens, c'est celui du ministre, celui lié au ministre Bawara. Sinon, le reste, je crois qu'ils sont restés tels quels. Ils n'ont pas eu des changements. Il n'y a pas eu de changement drastique qu'on aurait pensé que, bon, on nous gratifierait. Donc, à part ça, il y a aussi de nouveaux entrants. Malheureusement, ces gens-là, on n'est pas allé les dénicher sur une autre planète que la nôtre. Ils étaient là, portée de main. Et jusqu'alors, on commence par s'interroger pourquoi avoir passé tout ce temps-là, pourquoi avoir maintenu ce suspense-là. Votre titre, toute cette attente pour ça. Parce que, bon, il n'y a pas eu un changement notoire. C'est du copie-coller, presque entre griffes. Sinon, c'est des gens qui étaient quand même à la portée de main, c'est des gens qui étaient quand même sur notre territoire. On n'est pas allé sous d'autres cieux les chercher. Et nous étions de ceux-là qui avaient demandé à ce que le chef de l'État assume du début jusqu'à la fin. Apparemment, il nous a écoutés. Cela nous fait plaisir parce que quand son choix s'était porté sur Komi Classou Selom, on a dit, ah tiens, enfin, le pouvoir unir. Après avoir battu campagne et gagner les élections. Donc ils veulent faire avec les méthodes normales, c'est-à-dire que celles qui consistent que le gagnant gouverne. Donc avec Komi Classou Selom, bon, on a appelé de tous nos voeux que le chef de l'État, le président de la République, continue sur cette lancée. Apparemment, dans l'équipe actuelle, et à plus de 90%, je crois que c'est des gens quand même de coloration UNIR qui forment l'équipe gouvernementale. Donc on se dit que là, il nous a entendus et qu'il a décidé que gouverner le pays autrement, d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de ce peuple. Donc c'est ce qu'on peut dire. Mais au-delà de ça, ce gouvernement qui a été formé n'a pas quand même l'air de surprendre outre mesure, puisque les vieux, les anciens, tous ceux-là qui sont déjà habitués à la gestion des affaires de l'État sont là, ils sont présents. Ils n'ont pas connu de changements. Il y a certains qui sont là plusieurs années plus tôt, 9 ans pour certains, 8 ans, 5 ans. Donc c'est des anciens, c'est des gens qui sont aguerris. Et si Fort a décidé de faire avec ces gens-là, il voudrait que ces gens-là mettent leur expérience au service de son quinquennat. Et à part ça, on dira aussi que il y a eu aussi des attributions fantaisistes. Vous l'avez titré, deux attributions fantaisistes. Il y a le ministre Pabré qui est un ministre auprès de la présidente de la République.
Et il y a un autre, Elliott, qui a été racheté in extremis, on le dirait au journal de 20h. Au journal de 20h. Et qui sait, si au journal de 13h aujourd'hui, on n'assistera pas encore à une retouche de l'ancienne équipe. Donc, comme l'a écrit Indépendant Express. Ça fait un peu désordre. On ne badine pas avec l'équipe. On ne peut pas mettre 3 semaines à pondre une équipe, à constituer une équipe et au même moment, et à chaque moment, on assiste à des changements, à des réglages qui ne devraient pas s'imposer. Là, je crois qu'il va falloir que certains au niveau du sommet de l'État, de l'exécutif, se prennent un tout petit peu au sérieux. Si on avait formé ce gouvernement-là 2 jours après la nomination du Premier ministre, on dirait que, bon, vraiment, vu l'urgence qui prévaut sur le terrain, on a dû le faire dans la précipitation. Mais 3 semaines après, et toutes les fois, à chaque édition, une nouvelle composition, là, je me dis que ça manque de sérieux. Voilà. Mais au niveau de ces attributions dites fantaisistes, telles que votre journal l'a écrit ce matin, quel sera véritablement le rôle de ces 2 ministres? On nous dit Batienne Pabresili, ministre auprès de la présidence de la République. Et au journal de 20h, on revient avec Elliott Dehin et on dit ministre auprès du Premier ministre. Non, c'est du creux, c'est vaseux. Ils n'ont aucune charge. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils sont ministres greffés. Pour se soigner financièrement ou bien... C'est-à-dire seul le président Faure et son Premier ministre Classou seront à même de nous expliquer cela. Nous avons milité en faveur de la qualité, non de la quantité. Mais je crois que l'exécutif... Est-ce qu'on a la qualité là? Bon, il y a des gens quand même qui ont cette compétence. Mais... je crois que si le président Faure a décidé de continuer avec certains, c'est pour les racheter. Peut-être qu'entre-temps, ils avaient voulu se donner à fond, mais il y a eu certaines contingences qui ont peut-être annihilé un peu leur action, leur élan. Donc, nous estimons qu'on leur a donné une nouvelle chance de pouvoir marquer comme il se doit leur territoire. Et on attend, nous sommes là pour juger des premiers pas qu'ils feront. Donc, et au-delà de tout, on a appris aussi que le Premier ministre sera devant les élus du peuple pour cet après-midi sa politique gouvernementale. Donc on attend aussi, c'est de là qu'on pourra puiser la substance réelle de ce à quoi sera fait l'entame de ce quinquennat avec l'équipe Classou. Voilà, l'équipe Classou, on a quand même des entrées, notamment Georges Aïdam, qui devient ministre délégué auprès du ministre des enseignements primaires et secondaires chargé de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Oui, c'était le vice-président. Une promotion. Il était vice-président de UNIR. Oh, bon, ça dépend de la façon dont on perçoit cela. Pour moi, ce n'est pas une promotion. C'est pas quelqu'un qui a accompagné une dynamique depuis les débuts. Il a été l'un des membres de l'opposition, l'un des cadres de l'opposition à avoir accepté accompagner la dynamique que le chef de l'État a voulu instaurer dans le pays en créant UNIR. Depuis Blita, il était ce 2e vice-président jusqu'à ce jour. Et je crois que depuis qu'il assume cette vice-présidence, UNIR a eu quand même des résultats très probants sur le terrain. Et si on devrait... comme on dit, lui assurer une promotion, ça ne serait pas un ministre délégué, ça serait un ministre plein. Donc moi j'estime que ce n'est pas ça. Mais ce qui compte, on dit que c'est l'homme qui crée son poste, ce n'est pas le poste qui crée l'homme. Ça dépendra de l'emprise que M. Aïdam aura sur les charges qu'on lui confiera. Parce que c'est un poste quand même sensible. C'est l'éducation nationale. Quand on sait que l'éducation au Togo est dans un état de balbutiement, sûrement qu'il mettra toute la somme d'expérience acquise antérieurement et au sein du parti UNIR pour peut-être être à la hauteur des attentes qui sont placées en lui. Donc, ce n'est pas une promotion à mon sens. Voilà, et puis de Togo cellulaire à la direction générale des douanes, et puis précédemment à la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Marc Ablibidamon des Dérioué descend au ministère des Mines et de l'Énergie. Oui, et Marc Bidamon, il a toute une somme de connaissances. C'est un monsieur, même s'il n'a pas
fait ses preuves dans une équipe gouvernementale antérieurement, mais c'est quelqu'un qui a quand même plusieurs cordes à son arc et il saura user de tout pour atteindre la cible. Quand on prend un peu le ministère des mines et de l'énergie, c'est un ministère quand même qui ne se porte pas très bien sous Damipi. C'est Damipi qui se fait passer pour l'ami personnel et privé du président Faure, n'est pas parvenu quand même à aider son président, son ami dans ce sens. Quand il est venu, je crois que c'est des problèmes qui surgissaient de toutes parts. À un moment, il s'est cru donner un certain titre foncier de ce ministère parce qu'il était là, il s'est éclipsé un petit temps avec la mise en selle de l'autre Bagbengue et un beau midi, lui il a été remercié. Et il est revenu. Donc, ce retour-là n'a pas été du tout le bon retour que les Togolais attendaient. Parce que, quand on prend Contour Global, c'est une structure qui porte sa griffe. Contour Global est décrié jusqu'à ce jour. C'est une structure budgétivore. Mais il a dit quand même que c'est ce que Contour Global a permis au peuple togolais de juguler. Non, il peut que dire ça pour se donner bonne conscience, pour peut-être brouiller une certaine piste. Ceux-là qui sont proches de la chose savent que Contour Global, c'est plus une calamité qu'un succès dans le domaine de l'énergie. Avec les 16 milliards et plus que cette centrale engloutie par mois, je crois que si on avait mis à disposition cette manne-là, à la disposition de la société, je crois qu'on aurait peut-être créé d'autres choses qui nous soustrairaient un peu des pétrins que nous avions eu à connaître en matière de fourniture de courant électrique. Donc, évidemment, il est venu. Et au niveau de l'ETI aussi, Damipi a eu maille à partir avec Sieur Agbemadon parce qu'il avait voulu quand même s'immiscer dans une affaire qui ne le concernait pas à un niveau. Et comme si cela ne suffisait, et au niveau de la société nouvelle de phosphate du Togo, là-bas, c'est la grève qui a pourri l'atmosphère il y a peu. Donc, c'est un monsieur qui a eu à gérer son cabinet, son ministère avec un peu de légèreté. Et quelque part dans nos articles, nous avons dit que s'il est parti, s'il a été déchargé, cela relève d'une œuvre de salubrité publique, comme d'autres ministres aussi. Donc, je crois qu'évidemment, mettra quand même son savoir, son expérience au service des mines de l'énergie pour quand même donner quelque chose de mieux attrayant au peuple que ce que l'autre, la Damipi, a eu à faire. Voilà, et puis au ministère de l'économie et des finances, tout était consolidé avant, mais aujourd'hui, on a en somme 3 ministères qui vont se charger de l'économie togolaise. Il y a par exemple Adiotet Ayassor qui est ministre d'État de l'économie, des finances et de la planification et du développement. Il est assisté donc de Sani Yaya, ministre délégué auprès du ministre d'État de l'économie, des finances chargé du budget. Et puis, il y a également Akosi Asimaïdou, qui est ministre délégué auprès du ministre d'État de l'économie, des finances chargé de la planification et du développement. Oui, le ministre Adiotet Ayassor a un super ministère. C'est la grosse tête de l'équipe gouvernementale. La cheville ouvrière. La cheville ouvrière, entre griffes. Sur le plan économique. Vous savez, il a eu de par le passé à avoir certains résultats. Et les réformes au niveau de certaines régies financières par rapport au guichet unique et tout ça là. Donc je crois qu'il a eu à donner ce qu'il avait quand même à donner pour donner un élan à notre économie maintenant. Et je crois que 9 ans passés à la tête de ce ministère, il a besoin quand même du sang neuf, des gens qui viendront quand même le soulager un temps soit peu dans ses charges. Donc, il ne sera pas seul, il y aura des gens aussi qui vont continuer à ses côtés avec toute l'expérience qu'il a eue. Et surtout, je vais m'appesantir un tout petit peu sur Asmeidou. C'est un ancien ministre. Il était sous Eyadema. Il était ministre aussi au niveau des finances. Et il allait aussi faire son expérience au niveau du FMI. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, a un bagage aussi suffisant pour répondre quand même à certaines attentes qui ont lieu sur le terrain. Donc, c'est une grosse tête. Et si on a dû recourir à lui, je crois que c'est pas du tout usurpé. Il mérite quand même ses charges. Quand on prend le monsieur Sani Yaya, c'est un autre joker. Vous savez,
et la BTCI, on vendrait ça à 1000 francs à quelqu'un entre-temps et que la personne ne prendrait pas. Donc, c'était une banque qui s'écroulait. Et nous avions appris de sources quand même dignes de foi que quand M. Yaya Sani est venu, il a fait des prouesses qu'on ne soupçonnerait. En moins d'un an, il a fait ce que certains n'ont pas su faire pendant plusieurs années. Donc aujourd'hui, la BTCI est une banque qui se porte bien et je crois qu'au regard de cet embonpoint qu'on retrouvait à la BTCI, bon, on a voulu aussi l'expérimenter aux côtés de M. Ayassor. Donc lui aussi, il mérite sa place pleinement et que je crois qu'il ne décevra pas les attentes qui sont placées en lui. Voilà, et puis beaucoup de commentaires se font également autour du nouveau poste du ministre Gilbert Bawara, qui est désormais ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative. Vous savez, il y avait déjà un dossier en attente quand je veux nommer la synergie des travailleurs du Togo et leur plateforme revendicative. Aujourd'hui, il y a un répondant et c'est le ministre Gilbert Bawara. Oui, le ministre Bawara, c'est ce ministre très fougueux qui n'a pas sa langue dans sa poche. Il dit les choses telles qu'il les pense. C'est pas un monsieur qui vient pour essayer de jouer à ce monsieur qui doit prononcer les mots pour plaire. C'est que ce qu'il pense, il est dit, il est dit et il est dit. Bon, certains, c'est pas du goût de certains, mais je crois que le ministre Bawara a réussi son passage avec brio au ministère de l'administration. Surtout avec les élections présidentielles. Il a saigné le milieu, il a essayé quand même de faire tout ce qu'on espérait avec cette présidentielle et antérieurement les dernières législatives. Donc, si aujourd'hui on estime qu'on doit lui changer de portefeuille et s'attaquer à un dur morceau par rapport un peu à la ferveur qui a lieu sur le plan syndical, je crois que c'est une confiance qui lui a été renouvelée et il faudra estimer que non, c'est Bawara qui peut avoir du répondant à ce niveau. La solution à la crise sociale. Oui, à la crise mais il y a quand même un point important puisque le Premier ministre sortant l'a dit, Oumézounou l'a dit, parole de juste, il n'y a pas de crise sociale au Togo. Non, vous savez, je ne voudrais pas revenir sur le cas Oumézounou. Oumézounou, c'est ce monsieur qui a manqué d'égard à tous les Togolais. Il ne peut pas aujourd'hui, dans ces petites bottes, dire qu'il n'y a pas de crise au Togo. Mais on a vu ce qui avait prévalu avant la présidentielle. Ça s'appelle comment? C'est une crise. C'était juste une grève. C'est une crise. C'est une crise, c'est un mouvement social qui avait presque grippé tout l'appareil administratif de l'État. Il appelle ça comme, peut-être à moins qu'il aurait son vocabulaire autre que ce que nous avions. Sinon, c'est une crise. C'était été certains qui ont pris une certaine hauteur. Je crois que la présidentielle n'aurait pas eu lieu. Ça devrait être chamboulé. Donc, ce monsieur, pour se donner une certaine bonne conscience par rapport à son échec, essaie de nous faire avaler sans que, bon, il n'y a pas de crise au Togo. Il y a effectivement cette crise au Togo. Et s'il n'y avait pas de crise, on ne devrait pas mettre M. Bawara, un homme de poigne, pour peut-être juguler cette crise-là qui est en état de latence actuellement. Un peu dormant. Oui, en état de latence actuellement. Donc, on attend que... Bon, moi, je ne souhaiterais pas, de la part du ministre Bawara, qu'il attende que le volcan soit en activité avant de pouvoir prendre cette disposition. Il est venu, il est un nouvel arrivant à ce ministère. Vivement qu'il renoue le dialogue avec certaines centrales et tous ceux-là qui agitent le landerneau syndical du pays. Et tel que vous l'avez décrit, quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche face à ces acteurs syndicaux que nous avons aujourd'hui, comment va être la cohabitation ? Non, la cohabitation va être une cohabitation responsable, que chaque entité joue sa partition. Le ministre Bawara, c'est un ministre du gouvernement. Il viendra assumer ce qu'on lui dira de faire. Il n'y a pas de potion magique. Que chaque entité essaie de mettre un peu d'eau dans son vin et on va trouver le résultat. Moi, je me réfère toujours à quelqu'un. J'ai lu la tribune de M. Sira Dobalpo, à qui tu as fait un coucou. Il dit que non, mais que tous les Togolais considèrent le pays comme une maison. Une maison.
et que chacun ait apporté, on ne finit jamais de construire une maison. C'est une œuvre de longue haleine. Sinon, il y aurait pas des civilisations qui datent de 5000 ans, de 10 000 ans aujourd'hui. Donc, chacun est appelé à apporter sa construction pour la consolidation de l'édifice de cette maison. Donc, si aujourd'hui certains vont se cabrer pour dire que non, il revient à Bawara de trouver la juste mesure pour apaiser la tension, je crois que c'est tout faux. On ne pourra atteindre à rien, on ne pourra parvenir à rien de conséquent. Donc aujourd'hui, il faudrait que certains essaient de prendre une certaine hauteur et qu'ils disent que non, nous avons un interlocuteur devant nous et il a son mot à passer et que nous avons le nôtre. On ne va pas pour dicter une conduite à suivre à une autorité. Vous êtes venu avec des propositions, voilà. Dans la mesure des possibles, voilà ce que nous pouvons vous apporter comme solution. Et je crois que ça peut s'étudier et qu'on peut dégager un consensus autour de cela. Donc c'est ça la responsabilité. Et on souhaiterait cette responsabilité-là chez nos responsables syndicaux. Et mieux encore, il ne faudrait pas que... il y a une nouvelle donne qui est en train de se faire jour dans notre pays. Il ne faudrait pas que ces responsables syndicaux-là se fassent aussi esclaves de la base. C'est vrai, ils veulent décentraliser, ils veulent démocratiser l'action gouvernementale, mais à force de retourner à la base pour de petites pécadilles, je crois que ça, finalement, quelle est la raison d'être? Ils sont des responsables, qu'ils assument et que la base aussi leur fasse confiance. Si ils sont allés obtenir des acquis, il ne faudrait pas qu'on leur jette la pierre qu'ils sont allés se faire vendre et se faire acheter. Non, c'est ça aussi qui fait que certaines positions se radicalisent un tout petit peu dans le pays. Très bien, on vous a assez compris, mais par rapport à cette situation de crise sociale, même si le Premier ministre sortant, Oumé Zounou, a rassuré le peuple togolais qu'il n'y a pas de crise sociale au Togo, je crois que les uns et les autres lisent entre les lignes et devront peut-être imaginer si réellement crise il y a. Mais peut-être dans ce gouvernement, on comprend qu'il y a un arsenal assez fort qui va peut-être contribuer à juguler un peu cette crise sociale, puisqu'au niveau des enseignements, on a pratiquement 3 ministres. Octave Dike Broum à l'enseignement supérieur et à la recherche. On a Kwame Palamoué Tchakpele qui est ministre des enseignements primaires et secondaires et de la formation professionnelle. Et puis on a Georges Aïdam qui est délégué auprès de lui qui va se charger de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Oui, l'autre terrain chaud, c'est celui de l'éducation, que ce soit au niveau de l'éducation supérieure ou bien au niveau des enseignements primaires et secondaires. Donc c'est un terrain très mouvant. Je crois que si on a sorti cette artillerie lourde-là, c'est pour répondre de façon ponctuelle et précise par rapport aux revendications qui ont toujours un peu mis à mal l'éducation dans notre pays. C'est vrai, certains se sont montrés un peu approximatifs dans leur gestion. Donc si les nouveaux ministres... Donc finalement, la synergie a eu raison de Florent Manganawe. Non, mais puisqu'ils en avaient fait un point de revendication. Je crois que l'autorité ne saurait rester indifférente à tout cela. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste au niveau de la première autorité du pays de comprendre effectivement qu'il y a un problème sur le terrain. Si à un moment, la synergie a eu à demander la tête du ministre Manganawe, que Fort leur a offert ça sur un plateau d'or en les vinçant du gouvernement, c'est qu'on veut repartir sur des bases un peu plus saines. Donc reprendre Manganawe dans cette équipe, ça s'assimilerait à un mépris des braves gens qui animent cette centrale syndicale. Donc je me dis que Fort a entendu un peu le cri de cœur des parents, des élèves et même des responsables syndicaux que ceux de la base. De la base, voilà. Et puis au niveau de la santé, c'est revenu. Toujours dans ce sillage de crise sociale, c'est le professeur Moustapha Mouji Yawa qui est nommé à ce poste ministre de la Santé et de la Protection sociale. Oui, et le professeur Mouji Yawa, et pour ceux-là qui l'ont approché, c'est un monsieur quand même très intègre. Moi, on m'a parlé hier, quand j'ai cherché à savoir qui est cet homme, on m'a parlé de son intégrité. C'est un monsieur qui ne se laisse pas émouvoir pour peu. C'est un monsieur qui ne se fait pas acheter. C'est un monsieur qui peut, parce que étant du domaine, il est professeur
titulaire, agrégé. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est issu de la profession. C'est quelqu'un qui vient du corps des agents de santé et qui est au parfum de tout ce que nos hôpitaux et centres de santé endurent. Donc, peut-être que c'est pas pour rien qu'il a été nommé ministre. Donc, sûrement qu'il fait ce parfait profil-là pour quand même sortir nos centres hospitaliers de leur état. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez à l'hôpital, vous n'êtes pas sûr de sortir de nos hôpitaux avec un certain soulagement. Vous y allez. D'abord, il y a l'accueil. Je veux parler de l'odeur qui vous accueille premièrement. Premièrement, et puis des gens qui sont pas à l'aise. Quand vous arrivez, ils sont aigris, ils sont agressifs. Donc, vous arrivez là-bas avec un petit mal, mais vous sortez avec un grand mal qui peut-être peut vous conduire sur une civière. Vous rentrez par les deux jambes, mais vous sortirez par les deux pieds devant, comme quelqu'un l'a dit. Voilà, très bien. Et puis, je voudrais aussi parler un peu du caractère du chef de l'État qui veut assumer ce quinquennat. Vous savez, ce gouvernement aura la particularité de sortir de certains carcans que nous avions eu à connaître. Et quand on prend le premier gouvernement après la présidentielle d'avril 2005, c'était un gouvernement qui n'était pas celui qui pouvait permettre au président fort de dérouler son programme. Il fallait apaiser la tension et là, on avait besoin de toutes les forces. Qu'on soit élu sur une base ou pas. Donc Fort devrait piocher de gauche à droite des gens qui devraient l'aider à pacifier le pays, à apaiser le pays. Mais on est sorti là, quand on prend le second quinquennat, c'est vrai, on était allé à une présidentielle, on est sorti avec tous les remous qui ont entaché cette présidentielle, avec les mouvements de rue, on battait les pavés presque toutes les semaines. Mais effort aussi pour apaiser la situation a dû aussi recourir à certains de l'opposition, notamment l'Union des forces de changement, la CPP et d'autres encore. Mais aujourd'hui, Fort est presque le seul maître à bord. Et il n'y a aucune contingence qui le lierait à ces alliances contre nature. Donc, et la composition de l'équipe s'en est ressentie parce que aujourd'hui, quand on prend un peu la configuration, il y a un seul monsieur qui est de la CPP, c'est Octave Blum. Il y a un qui est de l'UFC, c'est André Johnson. Maintenant, Elliot Owen, on ne sait pas réellement ses charges. Bon, c'est un ministre qui aura... Son cabinet sera où finalement? Peut-être qu'on va lui trouver un bureau à la primature. Donc, comme on ne veut pas réduire les charges de l'État, bon, ça fait partie de ces ministères, de ces portefeuilles vides, vaseux, qu'on a réussi à créer pour faire plaisir peut-être à quelqu'un, peut-être le gourou Gilles Christ. Peut-être s'est rendu compte qu'il n'a qu'un seul rescapé dans l'équipe sortante. Bon, il a peut-être dû appeler son allié fort qui, bon, pour lui faire plaisir, a dû lui céder un portefeuille que nous avons tout le mal à décrypter. Et bon, c'est ça aussi la République. 7 heures d'horloge après, puisque 7 heures d'horloge c'était 13 heures et à 20 heures, on le ramène. À plus de 90%, c'est un gouvernement unir. Donc, unir a battu campagne, unir a gagné et les Togolais attendent que UNIR soulage leur peine. Donc, c'est la leçon qu'on peut tirer de ça. Voilà. Maintenant, on l'a longtemps créé. Le tourisme n'a pas eu, dans les précédents gouvernements, n'a pas eu d'interlocuteur. Aujourd'hui, on a ramené le ministère du Tourisme, sauf qu'on l'a rattaché au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion du secteur privé. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, la charge ou les charges de Bernadette et Sor Zimna Lexim Balouki se revoient un tout petit peu corsées. Non, c'est une anomalie. C'est une anomalie. Ce n'est pas un rattachement qui doit faire plaisir à tous ceux-là qui ont de là-bas dans le domaine. Ça ne doit pas faire plaisir à tous ceux-là qui ont de l'ambition pour ce pays. Mais le tourisme, on ne blague pas avec. Ça doit être un ministère de plein pouvoir entier.
Mais l'écosystème est déjà écrasé par certains gens. Le ministère du Commerce, de l'Industrie et du secteur privé, c'est un gros morceau déjà. Maintenant, à joindre à tout ça là, le ministère du Tourisme, je crois que ça fait un peu désordre. Ça ne répond à aucun critère sérieux sur le terrain. Mais le tourisme, c'est... Est-ce qu'on ne pouvait pas donner ça à Pabre Sili puisqu'il était ancien ministre du Tourisme? Là, finalement, on le retrouve comme ministre auprès de la présidence de la République et puis ça s'arrête là. C'est l'autre anomalie, c'est l'autre désordre. Mais le tourisme, vous savez un peu ce que le tourisme, l'activité touristique rapporte à certains pays. Il y a peu, c'était la seconde source de revenus pour notre pays. Si à un moment on a mis ça sous éteignoir et aujourd'hui, au lieu de réveiller le tourisme comme il se doit, le Togo doit avoir une vision. Le Togo doit comprendre qu'il a cet intérêt-là, se singulariser des autres pays. Le Togo a de quoi se spécifier quand on parle du Togo, que notre pays se singularise par quelque chose. Ça peut venir du tourisme, ça peut venir de notre diplomatie. Mais qu'est-ce que nous avons à rattacher le ministère du Tourisme à chose? Mais allez-y un peu en Égypte, allez-y un peu au Maroc et dans d'autres pays. Même en France, le tourisme, ça rapporte gros. Et si aujourd'hui, on réserve ce sort-là au ministère du Tourisme, moi je me dis que quelque part, c'est comme on veut des choses et leur contraire. On ne saurait relancer un pays économiquement et en faisant ça. Donc je crois que en tout cas, force le sait, connaît les tenants, les aboutissants de ce qu'il a fait. Et puis, voilà, nous avons un nouveau ministre. Oui, nous avons un nouveau ministre, Guy Madié Lorenzo. Il a connu une petite traversée du désert, mais il est revenu en force. Et puis, au-delà du ministère de la Communication et de la Formation civique, je crois, on lui donne la jeunesse et l'espoir. Vous savez, le ministère de la Communication, on a cru avec Annette, qui est une spécialiste de la communication, que la mayonnaise devrait prendre. Mais analyser de très près le passage de Dame Koumé à l'eau, on a vu que c'est des déceptions. On a seulement essayé de constituer des entités qui se rentrent dedans inutilement. Parce qu'il y avait un ministre qui est censé être au-dessus d'une certaine mêlée, a pris du penchant pour certaines entités, surtout pour certaines associations de presse. Donc cela crée une certaine fissure dans l'élan qu'on devrait donner à la communication. Certains opéraient de gauche, d'autres de droite, et d'autres qui étaient même presque des centristes. Donc ils ne savaient pas à quoi s'accrocher pour peut-être donner la voix. Donc je crois que le nouveau ministre Lorenzo doit se servir de ce que Dame Koumé Allo n'a pas su faire pour peut-être rectifier le tir. Quand vous prenez les états généraux de la presse, mais jusqu'à ce jour, bientôt 1 an. Mais on n'a pas connu un début d'exécution de toutes les résolutions et recommandations prises. Il y a eu au moins peut-être un peu d'amélioration au niveau de l'aide de l'État à la presse. Non, l'aide de l'État à la presse, que vous l'avez vu, nous on veut jouer au Saint-Thomas. Mais ce n'est pas en fin d'exercice, quand l'année tend à sa fin, qu'on va nous donner l'aide de l'État à la presse. Est-ce que les ministres, c'est déjà budgétisé, c'est dans l'exercice budgétaire 2015. Les ministres n'ont pas déjà commencé par consommer les lignes qui leur sont affectées depuis ce matin. Puisque les nouveaux, heureusement que nous sommes déjà à la fin du mois, je crois qu'ils doivent commencer par sentir leur... Absolument, ils ont déjà leur ligne. Donc pourquoi les journalistes n'auraient-ils pas la leur? Je crois que ce n'est pas une faveur, quelque chose qui a été mis quand même dans le budget et ça devrait nous revenir du droit. Il y a des critères qui sous-tendent l'attribution de cette aide de l'État à la presse. Mais s'il faut attendre la fin de l'exercice en cours pour quand même nous gratifier de quelques centaines de milliers de francs, je crois que ça ne vaut pas la peine. Guy Madié Lorenzo il est déjà interpellé. Il doit tout faire pour que nous rentrions dans nos droits. Et puis, par rapport à son portefeuille, c'est vrai qu'au ministère des Sports, il y a eu des gens comme l'honorable Christophe Tchao, il y a eu, paix à son âme, Atipoué Richard, il y a eu Bakalawa Fofana, et la dame qui est venue récemment. Et eux tous n'ont pas pu supporter réellement, puisque là-bas, c'est vraiment de gros morceaux. Aujourd'hui, on rattache les sports
à la communication, culture, jeunesse, formation civique. Oui, là-bas aussi, ça ne va pas peser un peu. Oui, ça va peser, mais Guy Madié Lorenzo... c'est vrai que c'est un vieux routier. C'est un homme de caractère, c'est quelqu'un qui saura se faire respecter, c'est quelqu'un qui peut insuffler une nouvelle dynamique au sport. Donc, je me dis que ce n'est pas un hasard si le choix s'est porté sur sa personne, mais vivement que le sport togolais renaisse de ses cendres. C'est la seule chose qui donne ce sourire-là aux lèvres à tous les Togolais. Quand les éperviers jouent, vous voyez un peu la ferveur qu'il y a dans la ville. Et si les éperviers arrivent même à gagner, mais on s'embrasse, on se côtoie. Il n'y a pas cette partie. On se souvient de 2006. On se souvient de 2006 et même de la CAN où le Togo, pour la première fois, est allé en quart de finale. Vous voyez un peu la ferveur qu'il y avait dans ce pays. Donc, je crois que Guy Madié Lorenzo est entendu sur ce terrain, vivement qu'il vienne éclipser tous les dégâts que Dame Diakpé ou bien Amouzou Diakpé est venu créer là-bas. Elle n'a pas été à la hauteur des attentes. Est-ce que c'est une sanction de sa part, puisque on savait qu'elle avait pris un décret ministériel pour annuler un décret présidentiel qui nommait Salo Kofi en tant que directeur des activités sportives? Non, c'est une cuisine interne. Je crois qu'elle a ses raisons, mais je crois que la gestion, la gestion administrative manquait cruellement à cette dame-là. Donc, elle a été pêchée dans le cercle où il paraît que c'est son protégé, l'actuel Premier ministre. Oui. Donc, elle n'a pas été à la hauteur. Et peu importe l'affection ou bien l'estime que Aoumezounou place en elle, elle ne pouvait pas prospérer dans l'actuel gouvernement parce que c'était la petite ministre du gouvernement. Voilà. On va parler peut-être, ce sera peut-être le dernier, on ne sait jamais, Sina Lawson, ministre des Postes et de l'économie numérique. C'est vrai qu'on en a parlé dans des précédentes rencontres. Elle est restée inamovible. Oui, nous avons nos jugements que nous portons sur les ministres, fort à la sienne. Et si certains sont revenus, pas forcément qu'ils sont de grosses têtes, qu'ils sont des références, qu'ils ont donné le meilleur d'eux pour que leur portefeuille soit sauvegardé, mais peut-être c'est une opération de rachat. Quand on est décrié, quand on a été huillé, conspué, et que, bon, au lieu de vous éjecter du gouvernement, et que vous revenez, c'est forcément pour vous donner une nouvelle chance de pouvoir marquer votre territoire. Si Sina Lawson est venu là-bas, en dépit de tout ce que nous avions eu à dire d'elle, sa gestion approximative de l'Internet et les télécoms qui ne se portent pas du tout bien, je crois que Faure a eu à le faire pour lui donner une autre chance de pouvoir mettre à contribution la somme de ses connaissances pour sortir un peu les antiques de leur état actuel. Voilà, et puis Paya Dowa Boukessi prend la place de Gilbert Bahara au ministère de l'administration territoriale de la décentralisation des collectivités locales. Bossi, c'est quelqu'un qui a toujours flirté avec les charges gouvernementales à lui assignées depuis Eyadema jusqu'à ce jour, hormis un passage à vide où il a passé le clair du temps à l'Assemblée nationale. Bahadouab Bokessi était l'un des acteurs majeurs. Il était également la CENI. Oui, l'un des acteurs majeurs au niveau de l'action gouvernementale. Il était toujours ministre. Et la dernière fois, il était ministre de l'économie et des finances avant d'être débarqué une belle soirée pour être remplacé par Ayassor qui tient jusqu'à ce jour les câbles. Donc, il est revenu retrouver une équipe qu'il connaissait si bien. Il est revenu servir quelqu'un qu'il a déjà antérieurement servi. Je crois qu'il se sentira à l'aise dans la mare qu'est le gouvernement. Très bien. On va rapidement profiter pour donner la composition du gouvernement à nos téléspectateurs et à ceux qui nous suivent via les ondes des médias partenaires. Le premier homme fort du pays, vous le connaissez très bien, c'est Faure Essozim Nanyasingbe, président de la République. Premier ministre et chef du gouvernement, Kwesi Seliagodi, et plutôt c'est l'homme comme Iklassou, autant pour moi, Premier ministre, chef du gouvernement, c'est l'homme comme Iklassou, a dit au tête Ayassor, ministre d'État de l'économie, des finances et de la planification du développement,
Ministre du Développement à la base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Madame Sidemeho Tomega Victoire Dogbe. Et puis, Monsieur Octave Nico Broum, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Gilbert Bawara, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative. Ministre des Postes et de l'Économie numérique, Sina Lawson. Ministre des Infrastructures et des Transports, Monsieur Ninsao Nyonfam. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, colonel Yak Dameam. Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, M. Robert Doucet. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, M. colonel Urokura Agadazi. Ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales, Payadoa Boupessi. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé et du tourisme, Bernadette Essozimna Lexim Balouki. Ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, Pius Agbetome. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie, Maître Fiatuo Kwadio Sesenou. Ministre des Enseignements primaires et secondaires et de la Formation professionnelle, Komi Palamoué Tchakbele. Ministre délégué auprès du ministre des Enseignements primaires et secondaires, chargé de l'enseignement technique et la formation professionnelle, Georges Kouao Aïdam. Ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, André Johnson. Ministre de la Communication, de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et de la Formation civique, Guy Madje Lorenzo. Ministre de la Santé et la Protection sociale, professeur Moustapha Moudjiawa. Ministre des Mines et de l'Énergie, Dederiwe Abli Bidamon. Ministre délégué auprès du ministre d'État de l'Économie des Finances, chargé de la planification du développement, Kossi Asimaïdou. Ministre délégué auprès du ministre d'État de l'Économie des Finances, chargé du budget, Sani Yaya. Ministre auprès de la présidence de la République, Batienne Pabré Sili. Ministre auprès du Premier ministre, Elliot Ohin. Voilà donc la composition. Maintenant, les chantiers, on en a tellement parlé. Aujourd'hui, avec cette équipe, quel est le signal envoyé, selon vous, par le président Faure Gnassingbé? Non, comme on l'a dit dans une des... Est-ce que c'est dans la lignée de sa vision, puisqu'il a dit que c'est un quinquennat qui sera consacré au social? Non, vivement qu'il donne une chance à son peuple qui attend beaucoup de lui. Aujourd'hui, Faure est un président affranchi. Faure est un président qui n'est plus sous aucune tutelle. Il a une responsabilité historique parce que le mandat même il est historique. C'est la première fois qu'il s'est déroulé une présidentielle qui a connu tout l'apaisement, qui a connu toutes les félicitations de certains observateurs et certains pays amis ont eu à dire que non, c'est un modèle et que le Togo a fait de très grands bons. Donc aujourd'hui, je crois que Faure n'a pas le droit à l'erreur. Les Togolais attendent beaucoup de lui et il se doit, c'est un devoir moral de répondre à ses attentes. Donc certains même estiment que Faure a déjà toutes les cartes en main pour réussir ce mandat. C'est déjà programmé, à moins qu'il ne veuille pas réussir. Sinon, il a tout en main. Aujourd'hui, quand on prend le président, il a commencé par assumer. C'est la première fois qu'on voit une équipe gouvernementale de cette ossature-là, où c'est à forte dominance se unir. À plus de 90%, on a une équipe unie. Donc c'est que Faure a décidé que son programme de société, qui a quand même tapé dans l'œil des Togolais, soit déroulé pour un mieux-être des Togolais. Vous savez, quand vous voyez les Togolais, c'est des gens qui sont englués dans de grandes souffrances. Ils n'ont pas le sourire aux lèvres. C'est des gens qui ne voient pas l'avenir avec enthousiasme. Donc, c'est des gens qui sont comme peinés d'être soumis à une certaine épreuve. Donc, aujourd'hui, Faure a obligation de résultat. Donc, Faure doit réussir. Et en réussissant, il doit mettre ce mandat-là sous le sceau du social. Il n'y a aucune alternative si ce n'est le social. Les gens ont eu à le dire, des esprits avertis, les gens ont pondu des tribunes pour signifier que
aujourd'hui, quand on prend un peu les réformes institutionnelles et constitutionnelles, il y a combien de personnes qui crient cela? C'est ceux-là qui aspirent un jour gouverner ce pays-là. C'est ceux-là qui voient que bon, ces réformes-là viendront peut-être à leur ouvrir certaines voies pour accéder aux plus hautes marches de l'État. Mais les préoccupations de plus de 95% de la population, c'est quoi? C'est le social. Le strict minimum pour vivre décemment. Quand on prend la santé, quand on prend l'éducation, quand on prend le logement. Là, c'est ça. C'est les grands chantiers qui attendent le président de la République. Et si il a fait ce gouvernement-là, vivement que ce gouvernement-là, des gens qui sont amenés quand même à dérouler son programme de société, soit c'est des gens quand même qui ont de la vision, des gens responsables. Et je vais dire quelque chose aussi, peut-être pour clôturer avant que vous me preniez, mais bon, il y a... Je regrette une situation quand même dans le gouvernement, c'est de ne pas créer un ministère de la pédagogie de l'action gouvernementale, quoi. Donc, vous savez, ce ne sont pas tous les actes que l'exécutif prend qui sont en défaveur de la population. Mais la façon dont on les prend, on n'arrive pas à expliquer les raisons de certaines décisions à la base. Et la base pense que, bon, nos gouvernements, ils sont là pour nous faire mal quotidiennement, ils sont là pour prendre des décisions impopulaires à notre encontre, alors qu'il suffit seulement d'avoir quelqu'un à qui on va confier cette délicate charge-là d'expliquer tout ce que le gouvernement viendra faire. Cela ne se résume, non. Un directeur de la communication au niveau de la présidentielle, de la présidence ne serait pas en mesure de le faire. Quand vous prenez aussi un directeur de la communication au niveau de la primature, ce n'est pas son job. Quand vous prenez même le ministère de la communication, non plus, ce n'est pas son job à lui, mais il faudrait quelqu'un qui va expliquer. C'est vrai, il y a des mesures douloureuses à prendre, mais on ne le prend pas pour vous, on ne la prend pas pour vous faire mal, ou bien pour multiplier vos souffrances par 10, mais on les prend pour telle et telle raison. Les Togolais ne sont pas aussi méchants. C'est des gens quand même qui ont un certain niveau, qui peuvent comprendre ce qu'on est en train de préparer pour eux. Par exemple, il y a eu des mesures prises par rapport à une augmentation des prix des produits pétroliers. S'il y avait un ministère de la pédagogie qui s'était pris 2 semaines avant pour expliquer les raisons. Le Togo ne produit pas du pétrole, bon, j'estime, hein, mais si on expliquait ça à la masse, vous pensez qu'il y aurait eu tout ce remous-là que nous avions connu suite à chaud, dont les gens devraient dire que autant l'avoir à ce prix que d'en avoir même pas du tout. Voilà. Cela participe de cette éducation, mais malheureusement, Fort n'a pas... Mais ce n'est pas tard, puisque hier, c'était à 13h, ça a démarré, à 20h, on a vu du nouveau, peut-être aujourd'hui, à 13h, vous serez écouté et on verra ce que ça va donner. Rapidement, la une de 2 autres journaux qui sont parvenus. Journée internationale de lutte contre la drogue, c'est vrai, c'est un sujet, on a un tout petit peu manqué d'en parler, mais peut-être on y reviendra, puisque la drogue, vous en avez parlé par rapport à la loi anti-tabac qui est allègrement violentée, mais on y reviendra peut-être. Le Togo incinère environ 80 tonnes de substances à Agouin-Ivé. C'est ce que nous apprend Nouvelle Opinion. Et puis, Office togolais des recettes, les obligations déclaratives en matière de gestion des impôts et taxes. Fin d'une longue attente, le gouvernement Classou enfin connu. Gouvernement Classou analyse sur les départs et reconductions. Exploitation efficace des dossiers d'appel à concurrence, l'ARMP renforce la capacité de 500 opérateurs économiques. Et puis publication des résultats des comptes nationaux définitifs de 2010 au Togo, fruit d'un travail acharné et de sacrifices consentis par l'équipe de l'INSEED. Et puis, le Messager également dans les kiosques qui titre « Situation sociopolitique au Togo », les déclarations de Bissa Williams qui assomment un peu plus Fabre et Cap 2015. Le journal reprend, je cite, « L'élection s'est déroulée de manière assez transparente, assez crédible et les résultats ont été très clairs ». Justice, une nouvelle prison pour la ville de Palibé grâce à l'État togolais, l'Union européenne et le génie civil de l'entreprise Midnight Sun. État financier de Wedis exercice 2014 à lire également dans le journal Le Messager du jour. Et puis le gouvernement du Premier ministre Classou au complet. Voilà donc tout ce qui concerne la une de ces 2 journaux. On va finir avec vous, mais rapidement un mot sur Assoli et l'heure des comptes de la campagne présidentielle tel que vous le titrez. Vous dites le coordonnateur préfectoral Daro Salim sur les bancs des accusés. Oui, c'est un triste dossier qui inutilement
mais avec raison, bien entendu, agite le petit landerneau de la préfecture d'Assoli. Vous savez, Assoli a eu à faire un score plus qu'honorable, à plus de 112%. Ils ont voté le candidat du parti au pouvoir uni, et ce qui n'était pas évident au tout début, parce qu'on planchait sur 40% pour le chose, mais le parti a eu à consentir de grands sacrifices pour qu'on atteigne là-bas. Donc on a mis à l'aise, et le coordonnateur préfectoral qui est un certain monsieur Daro Salim a eu à gérer les fonds qui lui sont donnés, accordés par jour. Mais aujourd'hui, à Assoli, c'est l'amertume. Ce monsieur, quand il est venu, il a demandé à ce que les gens l'accompagnent dans la dynamique de pouvoir faire un bon score. À Assoli, les gens acceptaient cela. Mais on se demande aujourd'hui qu'est-ce qu'il a fait. Premièrement, certains disent que c'est 30 millions qu'ils ont eu à encaisser une première fois, mais Daro dit que c'est 25 millions. Bon, là, on ne saurait. Mais il y a eu encore un rajout de plusieurs dizaines de millions. Ça peut être 10 ou 15 millions. Mais Darou a estimé qu'il ne fallait pas faire des comptes. Il est parti aussitôt. La campagne et la tenue de l'élection, c'est sur la pointe des pieds que le coordonnateur préfectoral est parti. Donc actuellement, on attend qu'il vienne faire les comptes. Parce que les bons comptes font les bons amis, dit-on. Voilà. On aura besoin de cette même population une prochaine fois. Si aujourd'hui, les gens sont en train de marmonner, les gens sont en train de dire que le monsieur a mal géré les fonds qui lui étaient alloués, c'est que la prochaine fois, il n'aura pas de gens pour l'accompagner, pour faire mieux que ce qu'ils ont eu à faire au cours de cette présidentielle. Donc, vivement qu'ils retournent sur le terrain pour faire les comptes. Pour faire les Très comptes. bien. En tout cas, on verra bien. Je crois qu'on va essayer de braquer nos projecteurs sur lui pour voir quand est-ce qu'il fera les comptes et qu'est-ce qu'il dira dans ses comptes. Vivement également, puisque les comptes de la CAN 2013 sont également attendus, parlons de comptes, on le rappelle également. Merci donc à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis. Merci à Tchakala Lirou, surtout bon carême. Merci bien. Et merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Bien de choses à toute la population de la préfecture de Zior et tous ceux qui nous suivent également via les médias partenaires partout dans le monde. Rapidement les liens, Radio KMTB c'est à Lomé, Radio VGK c'est à Palimé, Radio Lumière c'est à Anejo et puis le www.ebenradio.com, le www.togovision.com. Bien de choses chez vous. Au revoir.